Bon, bah, pour notre premier classico de l'année, c'est tout simplement un simple et intéressant, au final 0-0. Mais s'il n'a pas marqué, Dimitri Payet a démontré certaines choses. Et au final, voilà, nous avons un score nul et vierge pour ce match qui comptait donc et qui fermait donc cette dernière journée du championnat. Alors oui, est-ce que on peut se réjouir de cette victoire, enfin de ce match nul du côté du PSG? Est-ce qu'on peut être déçu de ce qu'a proposé le Paris Saint-Germain au vu de la rencontre alors qu'il y a un moustique qui se baladait dans ma chambre? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de savoir dans cette foot zone. Concrètement, est-ce que Paris a impressionné? Est-ce que Marseille a déçu? Est-ce que Marseille aurait pu faire mieux? Donc dans cette déception, est-ce que le PSG est l'une des équipes, pour moi, voilà, ça confirme finalement le mal-être du côté de cette saison qui semble-t-il semble compliqué du côté de ça. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de savoir dans cette foot zone. Et donc, on va justement commencer par rapport au fait, bien évidemment, comme à chaque fois, avec le résumé de la rencontre et les compositions d'équipe avec tout simplement Paul Lopez qui ça y est s'installe clairement. C'est pas comme on fait un petit turnover, voilà. Avec Paul Lopez dans les buts, une défense à 3 avec Kaletatsar, Perez et Saliba. Un deux milieux de terrain récupérateurs avec Camara pardon, et Valentin Rongier. Quatre joueurs à vocation offensive dans la création avec Gendouzi, Payet, Saji Sander et notamment Paul Lirola. Et enfin, j'arrive pas à prononcer son nom, on va juste dire son nom de famille, Bilic, qui se trouvait donc en point. Du côté bien du Paris Saint-Germain, on est parti sur un 4-2-3-1 avec donc Keylor Navas qui continue à être titulaire, une défense à 4 avec Hakimi, Marquinhos, Kipembe et Nuno Mendes, Danilo Pereira et Marco Verratti en milieu de terrain, trois joueurs avec Messi à droite, Neymar au milieu et Angel Di Maria, et enfin au vent l'inévitable Kylian Mbappé. D'ailleurs, Kylian Mbappé, qui lui va bien évidemment essayer d'être dans la profondeur, qui va essayer de trouver des solutions. Et justement, on va revenir tout de suite. Ça a commencé très très vite. À la 10e minute, à la 4e minute, une tête de Arkadiusz Milic qui finalement, eh bien, ça n'a pas pu passer. Bakar Kamara a tenté une frappe, bon, bah, malheureusement, ça n'a pas marché non plus. Et 10e minute, première occasion parisienne, voilà, Aurel Di Maria qui tente quelque chose, malheureusement Mbappé est un peu court. Il y a le premier but qui sera refusé pour le Paris Saint-Germain. Nuno Mendes qui se bat bien, qui réussit à donner à Aurel Di Maria, qui pique pour Neymar, qui donne le ballon, et malheureusement la balle est simplement Luan Perez avec un centre. Luan Perez qui tacle en urgence. Ça finit au fond des filets, 1-0. Et là, tout le monde se dit qu'il y a finalement la possibilité qu'il y ait 1-0. Pas du tout, puisqu'il y avait hors-jeu sur l'action, puisque Neymar était déclaré hors-jeu à ce moment-là. 19e minute, le PSG continue, croit justement en leur chance. Frappe trop croisée de Kylian Mbappé. Et là, il se passe l'inverse. But de l'OM, Bakar Kamara qui donne un ballon à Paul Lirola qui centre pour Arkadiusz Milic. Mais c'est pareil, le ballon n'est malheureusement pas accordé puisque, à ce moment-là, il y avait hors-jeu de Paul Lirola. Et ensuite, il va se passer la première grosse occasion parisienne puisque Lionel Messi va être dans le cœur du jeu. Il donne à Angel Di Maria qui réussit à faire un magnifique centre. Lionel Messi tend une petite tête et malheureusement, Paul Lopez est là pour empêcher la balle de rentrer. Quand même quelques petites actions, malheureusement, avec des jets de projectiles. Malheureusement, le public essaye de calmer le jeu, il n'y arrive pas. Double action parisienne avec Marco Verratti qui réussit à donner le ballon à Neymar. Angel Di Maria glisse le ballon en profondeur pour Mbappé qui réussit à frapper. Paul Lopez, puis après c'est Neymar. Au final, ça ne marche pas. Paris commence à prendre petit à petit la mesure de l'événement. On a Sergi Zander qui est obligé de pouvoir intervenir. Messi qui tente quelque chose. Et finalement, le premier événement de la soirée, c'est le remplacement de Marco Verratti suite à un coup porté sur Matteo Dendouzi. Il doit sortir et c'est donc Idrissa Gueye qui devient donc le numéro 6, enfin le numéro 8 de l'équipe. Et concrètement, Hakimi, et là on va arriver justement à l'action. Nous sommes à la 57e minute. Hakimi est donc une balle est partie en profondeur pour Sergi Sander à ce moment-là. Et il va se passer ça. Voilà, on va revenir sur l'action. Donc à ce moment-là, il y a un duel entre Hakimi et Sergi Sander. Et on le voit, le Marocain déséquilibre enfin
il y a un déséquilibre, le Turc concrètement tombe et s'écroule pour ainsi dire. Alors, là, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, y a-t-il faute ou il n'y a pas-t-il faute? Déjà, la première chose à dire, déjà si on commence par ça, bien sûr qu'il y avait faute. Bien sûr qu'il y avait faute, puisque... Alors, déjà on va commencer pour, est-ce qu'il y avait carton rouge? Alors, première chose à dire, oui, il y avait carton rouge, puisque vous l'avez vu, Achraf Hakimi empêche finalement le joueur de pouvoir s'en sortir, et donc forcément, eh bien, il y avait donc carton rouge, quoi qu'il arrive, annulation manifeste de but, c'est un peu obligé d'intervenir et de trouver quelque chose à dire. Voilà, ça c'est la première chose à dire. Par rapport à ça, oui, il y avait bien carton rouge pour Achraf Hakimi par rapport à ça. Maintenant, y avait-il faute? C'est la deuxième question, bien sûr, qu'on va se poser. Y avait-il faute? Y avait-il la possibilité de faire quelque chose? Eh bien, concrètement, on va pas se leurrer. Eh bien, j'ai envie de dire que qu'est-ce qu'on va analyser? On va analyser finalement quoi? La main d'Hakimi, qui a un duel au début, et l'arbitre décide de dire qu'il n'y a pas grand-chose. Et là, il y a cette main, vous voyez cette main là, vous voyez cette main là qui est... On voit un léger contact entre Hakimi et Sergi Zander. De plus, on voit que le Turc semble prendre la mesure de son adversaire. À partir de là, j'estime que Under est en train de gagner son duel. Hakimi, il y a un contact avec cette main qui n'a pas lieu d'être. Et concrètement, Achraf Hakimi, et donc bien évidemment, il y a faute en dehors de la surface de réparation, puisque on le voit, l'action au moment où Under tombe, il est encore à l'extérieur de la surface de réparation. Et donc à ce moment-là, pas possible. Après, on va pas se leurrer, l'action, je trouve qu'elle est mal défendue de la part d'Hakimi. On le voit, Hakimi, il est capable de courir très vite. Est-ce qu'il panique? Est-ce qu'il panique pas? Il aurait pu, tout simplement, essayer de prendre, d'arriver au contact, et non pas d'utiliser cette main. Il était quasiment arrivé à Sergi Zander, et là, peut-être il mélange vitesse et précipitation. Et forcément, il y a ça qui se passe. Donc, après ça, le match va un peu se calmer. On voit clairement que le PSG commence à... Il y a une tête décroisée de Rongier. La volée de Sergi Zander, de toute façon, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions en plus. Et finalement 0-0 entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, avec donc ce score nul et vierge par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce match et qu'est-ce qu'on peut dire de cette prestation qui a été proposée du côté du PSG, du côté de l'Olympique de Marseille? C'était, je trouve, alors moi ce qui m'a, moi ce qui m'étonnait concrètement, c'était de savoir, ma curiosité, c'était de savoir si le PSG allait pouvoir souffrir face à cette équipe dont on sait qu'elle est extrêmement offensive, dont elle n'hésite jamais à aller de l'avant, ou elle n'hésite jamais à faire du mal avec un pressing excessivement haut, etc. Et je me suis dit, cette équipe, elle va faire mal, elle va blesser, elle va littéralement mordre cette équipe par cette équipe. Et concrètement, voilà, ça peut être une possibilité. Malheureusement, ça n'est absolument pas ce qui s'est passé, et à juste titre, puisque l'OM a joué plus bas que d'habitude, un jeu beaucoup plus bas, beaucoup plus structuré, on va dire. On n'est pas allé la fleur au fusil dans cette situation. On a préféré concrètement être plus dans la structure, plus dans la situation. Et franchement, moi j'ai trouvé que d'un point de vue de ce qui a été proposé, j'ai trouvé que l'OM, d'ailleurs, a surtout joué à contre-temps. C'est-à-dire que moi je m'attendais vraiment à ce que l'OM fasse un peu comme Leipzig, c'est-à-dire qu'ils essayent d'y aller, ils font mal aux Marseillais, ils font mal aux Parisiens, ils ont les capacités, ils ont les possibilités, ils sont capables de faire quelque chose. Et là je me suis dit, en fait non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Là, on a eu l'impression que les Marseillais se sont dit, attention, on a une équipe qui relativement est assez facile. Il y a quand même 4 joueurs offensifs assez impressionnants. Il ne faut pas se jeter, il ne faut pas y aller. Et là, on a eu l'impression que tout le monde s'est dit, attention, il ne faut surtout pas paniquer et en faire envenimer les choses. Et c'est un petit peu le défaut que je donnerais à cette équipe, c'est-à-dire que je pense que l'OM aurait dû jouer le jeu qu'elle aurait dû avoir. Bien,
parfois on dit qu'il faut triompher. Alors certains vont me dire, oui, mais si c'était pris des coups en profondeur, ça aurait été horrible. Bien sûr, et c'est vrai que le défaut de l'OM, c'est la profondeur. Mais on a vu que les rares actions de l'OM ont souvent été dans des ballons où ils ont tout de suite axé leur jeu sur ce qu'ils savaient faire. Jean Sampaoli, sa force, c'est l'aspect offensif. C'est pas l'aspect... Surtout que, heureusement d'ailleurs, pour info, le fait d'avoir tenté ce jet, c'est cette stratégie, a, je trouve, a fait que Marseille n'a pas toujours été finalement, comment dire ça, n'a pas profité des problèmes parisiens, parce qu'il y en a eu beaucoup, on reparlera après, et concrètement, j'ai pas trouvé aussi que l'OM n'a pas su trouver la solution, la situation, et je pense que cette équipe, elle n'a pas, elle a pas voulu mordre l'équipe adverse, dans le bon sens du terme, dans le jeu, parce que c'est comme ça que l'équipe elle fait. Alors vous allez me dire, oui, mais là, défensivement, ils sont un peu limites. Oui, c'est vrai. On sait que par exemple, le Pérez, c'est pas le défenseur historique capable de faire des choses. Mais moi, je pense que l'OM aurait dû tenter crânement leur chance. Ils auraient dû essayer. Et je pense que cette équipe, au final, elle perd quand même quelque chose. Alors certes, le résultat dira qu'on va parler du PSG. Oui, le PSG a dominé. Le PSG s'est créé quand même beaucoup d'occasions. Et c'est vrai qu'il y a quand même eu une équipe qui a beaucoup, qui a quand même tenté quelque chose. Mais, à un moment donné, je me dis que s'ils avaient joué comme avait joué Leipzig, je pense que le PSG perdrait ce match. C'est un peu ça que j'ai envie de dire, c'est que le PSG, là, c'est à nos actes manqués. Voilà, on va dire ça comme ça, à nos actes manqués, avec cette inquiétude que je pense quand même assez légitime. Après, ça reste quand même match nul. Le PSG, c'est quand même une grosse équipe, malgré ce qu'on peut dire. L'OM sort quand même d'un bon point. Mais, un peu comme Matteo Guendouzi, je me dis, on aurait pu faire mieux. Voilà, l'OM aurait dû largement faire mieux. C'est un peu ça que j'ai envie de dire. Voilà. Bon, on va passer maintenant au PSG qui... Alors, on est bientôt au mois de novembre. Donc, on est au mois de novembre, donc on va arriver au mois de novembre dans à peu près une semaine. Et je ne vois toujours pas. Alors, il y a un truc qui me gêne avec le PSG, et ça, ce match-là, on est la parfaite existence. Je ne comprends pas comment joue le PSG. Quand vous regardez par exemple le match de l'Olympique de Marseille, qui fait que on est quand même surpris, c'est parce qu'ils ont joué avec une sorte de prudence, qui est au demeurant, elle peut être une stratégie, mais ils ont joué avec cette prudence pour éviter de se prendre les contres parisiens. Et au demeurant étonné. On voit une équipe du côté de l'OM qui va sur l'aspect des duels, qui n'hésite pas d'ailleurs dans un jeu à aspect beaucoup joué dans les couloirs, qui n'hésite pas à aller d'un point de vue offensif, qui est porté sur l'offensif, n'hésite pas à aller sur un pressing très haut. Tu comprends le jeu de l'OM. Tu me demandes le jeu de l'OM, je suis capable de te l'expliquer. Tu me demandes le jeu de Clermont, voilà, jeu offensif, basé, qui va de l'avant, qui concrètement joue beaucoup sur Jodel Dossou et sa vitesse, etc. Tu me demandes le jeu basé sur toutes les équipes qu'on a pu analyser, les équipes de Lyon, beaucoup de jeux qui tournent autour de Lucas Paqueta, de Lucas Paqueta, qui beaucoup a joué dans la profondeur, plutôt dans la technique, avec notamment un joueur. On arrive à le comprendre. Quand tu regardes le PSG, je suis incapable de comprendre le jeu. Là, le Mauricio Pochettino a sorti encore un nouveau système. Alors certes, ce système-là, il n'est pas déconnant, parce qu'ils l'ont déjà fait l'année dernière. Mais encore une fois, je ne comprends pas. Par exemple, je ne comprends pas, il y a des choses que je ne pige pas. Déjà, première chose, alors certes, Ganagay, ok. Est-ce que... Alors, déjà, on va commencer déjà par l'aspect de l'aspect défensif. Les 6 joueurs qui ont été optés ici présents, pourquoi Juan Bernat n'est pas titulaire? Que Nuno Mendes ne soit pas titulaire en Ligue des Champions, c'est normal, Juan Bernat ne peut pas être titulaire. Par contre, pourquoi Juan Bernat n'est pas titulaire à ce match? Aujourd'hui, Juan Bernat, même pourquoi Juan Bernat ne rentre pas? Là, clairement, il y a une première possibilité qui m'étonne. Pourquoi Juan Bernat ne joue pas ce match? Ça, c'est la première interrogation. Deuxième interrogation que je me pose,
On a des joueurs aujourd'hui qui sont plutôt intéressants. On pense à Ander Herrera, on pense à Jorginho Wijnaldum. Est-ce qu'à un moment donné, on va m'expliquer pourquoi Wijnaldum ne joue pas ce match? Il n'y a pas à un moment donné, on va peut-être essayer de lui faire confiance. C'est quand même un joueur très bon, intéressant, capa. Ensuite, moi j'avais des mystères aussi par rapport aux 4 de devant. Neymar, Messi, Di Maria et Mbappé. J'avais dit que ce système-là, certes, ils ont défendu. Mais même dans les choix, mais par contre, dans les choix et de ce qui se passe, on peut se poser des questions. Moi, il faut qu'on m'explique pourquoi Messi joue sur le côté droit. Est-ce qu'aujourd'hui, Messi, dans sa capacité, ne pourrait-il pas jouer dans l'axe, Neymar jouer à gauche et Di Maria jouer à droite? Parce que je suis désolé, les moments où Messi a été plutôt bon, a été plutôt intéressant, et où ça a été quand il a été positionné dans l'axe, avec Messi à droite, avec notamment, et là on a eu notamment des mouvements très intéressants. Donc à un moment donné, là on se demande si Mauricio Pochettino, à force de vouloir contenter les 4, il n'est pas en train de les positionner n'importe où. Alors certes, Pochettino m'appelle grand technicien et tout ce que tu veux. Ensuite, deuxième chose, Pochettino, moi quand j'ai vu Tottenham, la première chose qui me fait souvent à l'idée, c'est le pressing constant des attaquants. C'est Son qui va attaquer, c'est Harry Kane qui part de l'avant, c'est tous les joueurs qui n'hésitent pas à couper les offensifs pour essayer justement de poser ça. Là, il y a eu un léger. On a vu un pressing constant de Neymar, Messi, Di Maria et Mbappé. Mais à un moment donné, moi, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'on avait un bloc coupé parce que tu avais Pereira, Verratti, Hakimi, Marquinhos, Kipembe et Nuno Mendes qui restaient derrière. Donc tu avais des boulevards énormes, pour ainsi dire. Alors, encore une fois, je ne comprends pas le style du PSG. J'ai l'impression que le PSG, c'est des individualités, c'est pas un collectif. Et on joue. Alors, certes, défensivement, on va dire que quand il y a eu l'expulsion d'Hakimi, ils ont tous fait bloc pour essayer de trouver des solutions. Et le premier, la vérité, je suis d'accord. Mais moi, de mon point de vue, il y a beaucoup trop de déchets techniques de la part de certains joueurs et je ne comprends toujours pas le style du PSG. Et j'ai même l'impression que le PSG joue trop en dilettante. Ça, c'est mon deuxième point. C'est-à-dire que, prenons le PSG de Zlatan Ibrahimovic. Vous savez, quand c'était la dernière année où vous avez affronté City, ils auraient dû gagner. Je sais pas ce qu'il leur est arrivé. Ils ont décidé de faire n'importe quoi. Et bah, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup étonné, qui était incroyable avec ce PSG, c'est que ce PSG, ils avaient faim. Ce PSG avait faim. Et ce PSG-là avait l'impression de vouloir marcher sur la Ligue 1, de marcher sur l'Europe. Ils avaient juste une ambition, c'est de gagner. Quand tu vois le PSG version 2020-2021, enfin 2021-2022, ils ont certes des joueurs encore plus impressionnants, puisque Messi est quand même un joueur, excusez-moi, Ballon d'Or. Neymar, on peut lui dire ce qu'on veut, même s'il est en méforme en ce moment, c'est quand même le meilleur Brésilien aujourd'hui avec Paqueta. Enfin, je mets Paqueta dans l'histoire. Di Maria, on le connaît, il est capable de faire des choses. Et Kylian Mbappé qu'on présente plus en équipe de France. Et ce qu'il fait notamment avec le PSG, on a vu notamment contre la Leipzig, c'est lui qui débloque la situation. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, ces quatre-là devant, et ça, c'était la lutte des mecs d'interrogation par rapport à ça, c'est est-ce qu'on est aujourd'hui dans cette situation à me dire, ces quatre de devant peuvent jouer ensemble? Est-ce qu'aujourd'hui, Neymar, aujourd'hui, au vu de la prestation qu'il fait dans ce match-là, mérite-t-il d'être titulaire? Est-ce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé ne souffre pas de la présence de Neymar? Il y a plein de grandes interrogations qui me font penser aujourd'hui que aujourd'hui le PSG ne joue pas. Le PSG est en difficulté, le PSG manque de structure et c'est quelque chose qui est de plus en plus criant. Alors certes, vous allez me dire, oui mais attends, yo, t'arrêtes tes conneries. Je te ferai remarquer que le PSG a quand même possession de balle plus importante. Ils ont quand même se sont créés quand même les plus belles occasions au niveau de ça, avec notamment en première mi-temps. Les Marseillais, quand Paris était réduit à 10, ils ont quand même pas vraiment fait grand-chose. Alors, je vais vous dire la vérité, vous aviez absolument raison. Vous avez totalement raison au vu de ce que vous me racontez. J'ai envie de vous dire, vous avez totalement raison. Mais le truc, c'est que là, ce que je suis en train d'expliquer, c'est pas forcément ce match-là que je vise. Ce match-là, entre guillemets, le PSG fait pas un mauvais match. Puisque le PSG est réduit à 10. Et au vu de la première mi-temps, le PSG, s'il y a 1-0, il n'y a pas de scandale. Mais, enfin,
scandale. C'est relatif. Parce que l'OM fait quand même une bonne prestation. Mais à aucun moment, tu as l'impression que cette équipe peut changer de rythme. À aucun moment, tu vois que cette équipe est capable de gagner. Et c'est ça qui est grave. Le PSG de Laurent Blanc, tu savais qu'il pouvait gagner. Le PSG de Emery, même s'il avait ses défauts, tu sentais qu'il pouvait gagner. Le PSG là, de Pochettino, je ne sais pas s'il peut gagner. Alors que ce PSG là est sans doute l'une des plus grosses équipes. Allez, ouais, allez, on va le dire. La meilleure équipe sous l'ère Qatari. Hein, parce qu'il n'y aura pas mieux. Hein. Quand Mbappé va partir et qu'ils prendront peut-être Erling Haaland, ça ne changera rien. Et c'est là qui est problématique. C'est que ce PSG là, avec des éléments plus intéressants, j'ai l'impression que Pochettino ne sait pas comment les gérer. Après, j'estime qu'il va falloir quand même discuter. Mais concrètement, quand tu vois que ton meilleur joueur est celui qui risque de partir la saison prochaine, que tu as les deux autres, Messi, est-ce qu'il peut, parce que j'ai l'impression qu'il a l'air de se poser pas mal de questions, aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce que doit faire le PSG? Et moi, je me pose réellement la question, c'est qu'est-ce que le PSG a prévu de faire? Voilà, donc j'ai pas grand-chose à dire de plus par rapport à la prestation parisienne. Oui, certains diront, tu es dur. Ou certains Parisiens diront que je suis un connard. D'autres, hein. Mais je trouve que ce PSG-là doit tellement faire mieux. Si les Parisiens se contentent de ce résultat en disant « Ah non mais on était réduit à 10, Paris était à l'extérieur, blablabla bla. », non, ça suffit pas. Ce PSG-là peut écraser n'importe quelle équipe de Ligue 1. Moi, je suis quand même assez choqué que le match où le PSG est le meilleur, c'est quand il n'y a pas les trois de devant, il reste que Kylian Mbappé et qu'à un moment donné, tu as quand même PSG Clermont et que le PSG fait littéralement le match parfait. Où ils sont vraiment bons dans le pressing, dans l'intensité, où le meilleur joueur c'est Kylian Mbappé, mais t'as quand même Rafinha, t'as Delo Pereira qui fait un super match, et ainsi de suite. Même Hakimi d'ailleurs, qui juste pour parler de ça. Alors est-ce qu'il faut changer de dispositif? Là aussi, il faut quand même se poser la question. Est-ce que Thilo Kehrer, malgré tous les défauts qu'il a, est-ce qu'il ne devrait pas y être? Est-ce que Danilo Pereira, qui a été plutôt intéressant en tant que défenseur central, ne devrait-il pas se positionner avec Kipembe et Marquinhos, qui commence à travailler sur une défense à 5, avec notamment à droite un Colin Dagba ou un Achraf Hakimi, et à ce moment-là, tu fais quelque chose. En tout cas, il faut faire quelque chose parce que cette équipe, je pense, elle n'est pas du tout à la hauteur du standing qu'elle doit être. Au niveau des tops, ah bah oui, voilà. Au niveau des tops et les flops, donc on va commencer tout de suite avec le premier. Bah, j'ai mis Danilo Pereira parce que j'ai trouvé que, au vu de ce qu'il a proposé, j'ai trouvé que la partition était pas mauvaise. Alors, elle n'était pas meilleure, hein, concrètement, hein, c'est pas fou. Bien sûr que j'aurais pu parler également de Marquinhos, mais j'ai trouvé que c'était pas mal ce qu'il a proposé au niveau de l'intensité, au niveau du fait qu'il a été présent pas mal de choses, il a récupéré pas mal de ballons, il a essayé de positionner, il a également été positionné justement, il a fait pas mal de choses quand le pari a été réduit à 10. Donc j'ai quand même envie de le féliciter et j'ai quand même envie de dire que c'était quand même un bon match de la part du Portugais par rapport à ça. Numéro 2 que j'ai envie de choisir, c'est Valentin Rongier qui a été impressionnant. Impressionnant, qui a été très très bon dans ce qu'il a proposé. J'ai beaucoup aimé son volume de jeu, dans sa manière de vouloir travailler, dans sa manière de récupérer les ballons, dans l'intensité d'être dans le cœur du jeu. Franchement, j'ai trouvé ça très bien, présent dans les duels, présent dans ce qui a été fait. Un grand leader, concrètement, Valentin Rongier. Et elle a été quand même présent, comme une occasion qui, quand même, malheureusement, il n'arrive pas à la mettre. Et voilà, donc Valentin Rongier, le deuxième 2, donc top 2 pour ainsi dire. Et le numéro 1, bah, c'est William Saliba, parce que déjà, bah, on se souvient de ce qu'il a fait avec le tacle magnifique Kylian Mbappé alors qu'il doit partir. Mais sinon, voilà, le nombre de duels gagnés, les passes qui ont été très très bonnes. Franchement, c'était littéralement le meilleur Marseillais. Et si aujourd'hui, avec Kylian Mbappé a eu quand même un caillou dans la chaussure, bah, le caillou il s'appelait Saliba. Et honnêtement, bah, c'est quand même quelque chose de pas mal. D'ailleurs, félicitations à la défense marseillaise qui a été plutôt bonne. Peut-être que c'était ça l'idée, et honnêtement, bah si j'ai compris. Au niveau des flops, alors j'ai mis Nuno Mendes qui n'a toujours pas réussi à m'impressionner. Parce que
vous regardez bien le match, toutes les actions marseillaises, notamment le but qui est refusé sur hors-jeu, c'est toujours de son côté. C'est jamais du côté d'Hakimi. Certes, Hakimi fait une erreur, on va en parler après, il fait quelque chose de petit peu voilà, mais il fait une. Moi, je trouve que Nuno Mendes, on me dit que c'est un futur crack et tout ce que tu veux. Je pose vraiment la question de qu'est-ce que c'est que ce futur crack, parce que pour l'instant, on attend toujours de voir ses capacités, ses qualités. Il faudra du temps, bien sûr, pour s'habituer au style parisien. D'ailleurs, il y a des joueurs qui n'arrivent même pas à s'habituer encore aujourd'hui. Mais concrètement, c'est un joueur qui a besoin de temps de jeu, qui a besoin de travailler en tout cas. C'est un joueur qui a quand même pas mal d'interrogations pour un. Ensuite, j'ai mis Achraf Hakimi. Alors certes, le match qu'il fait en lui-même, bah, il est pas dégueulasse dans le sens où il essaie de projeter vers l'avant, il essaie de pouvoir étonner. En plus, dans son placement défensif, il est pas mauvais. Le problème, c'est que sur son expulsion, il gère pas bien. Encore une fois, il le gère pas bien. Si on regarde la diapositive, il doit pas la jouer comme ça, il doit la jouer différemment. Donc malheureusement, et le plus de ça, c'est que bah, le carton rouge, il peut changer le match. Et d'ailleurs, à une certaine époque, je mettais 0 quand c'était un carton rouge, hein, clairement. Et voilà, carton rouge de la part d'Akimi, j'ai trouvé carton rouge top flop numéro 2 pour ainsi dire. Et le premier, bah, de toute façon, je pense que j'ai jamais. Je crois que ça va être celui. Il faudra confirmer, hein, mais je pense que c'est celui que j'ai mis le plus flop cette saison, c'est Neymar. Alors certes, il y a eu du mieux. Ah, il a essayé de produire des choses, il a essayé d'être présent, il a été présent dans ce qu'il a pu faire, mais c'est pas suffisant, mon gars. Franchement, c'est à se demander pourquoi d'ailleurs tu l'as mis meneur de jeu. Franchement, on avait l'impression qu'il voulait essayer. Alors au début, il faisait il faisait un peu meneur de jeu, il donnait le ballon comme ça. Mais alors après, rechasser de naturel, il est revenu au galop comme tout, c'est pas possible. Et honnêtement, c'est pas terrible. Ça reste malheureusement le pire parisien des quatre. Et honnêtement, voilà. Bon, voilà. Ouais, ouais, j'ai un peu de sommeil concrètement. On va se retrouver bien sûr. Alors je précise, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le planning, allez voir le planning sur Facebook. On va se retrouver demain. Hein, demain pour le live sur The Lone Dark pour ceux qui veulent aller voir. Il y a le lien dans la Twitch. On va se retrouver bien sûr par rapport à ça. Pour le football, bah, les Parisiens, bon, je vous retrouve je vous en retrouverai pas la semaine prochaine. Mais voilà, Marseille continuera puisque je serai à Clermont pour aller voir Clermont-Marseille. Et je crois qu'il y aura Clermont-Marseille et il y aura également Lyon-Lens qui vous sera proposé pour ainsi dire. Bon, d'ici là, je vous souhaite bien sûr un très très bon week-end. Très très bon week-end. Il reste quand même 30 minutes. On peut quand même encore s'amuser 30 minutes. C'est bien sûr une bonne soirée et je vous souhaite bien sûr bonnes, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. On se retrouve d'ailleurs lundi pour le live, mardi pour les débriefings de Raw et un petit live sur YouTubers Live. Et après, bah, je serai en congé durant quelques jours. Je reviendrai samedi avec ce que vous savez. Et comme quoi, voilà, une très bonne soirée. Portez-vous bien. Tournez les mots. Parce que j'ai dit, les amis.